Alors il faut que je vous prévienne que la vidéo d'aujourd'hui, qui traite de cétonémie, c'est la première de la série sur la cétonémie, ne sera pas le genre de vidéo rapide, concise, où toutes les informations vous sont balancées rapidement pour que vous ayez tout. J'ai décidé d'aller contre la trend de la rapidité, parce que premièrement, ce n'est pas dans ma nature. Moi je suis une personne lente, j'aime bien prendre mon temps. Souvent quand on m'explique des choses, il me faut du temps pour comprendre. Je suis sûre qu'il y a des gens qui sont comme moi. Puis, deuxièmement, la cétonémie, c'est un sujet qui est très fin, beaucoup plus fin que ce que les gens s'imaginent. La compréhension de ce que ça implique pour le métabolisme est pas si facile à percevoir. Je pense qu'il faut prendre son temps, c'est nécessaire. Vraiment, j'ai pas envie de me retrouver dans l'espèce de configuration où, en fait, parce qu'on veut simplifier les choses pour que ça soit facile, en fait, on en revient à dire des choses complètement fausses, à oublier des concepts qui sont super importants. Je trouve que c'est extrêmement dommage, j'ai pas envie de faire ça sur ma chaîne. Quand on est en diète cétogène pure et dure, ou en diète carnivore, la cétonémie c'est un enjeu hyper important, qui vous dit quelque chose de votre métabolisme. Je pense que c'est important de comprendre comment ça fonctionne. Donc cette première vidéo là aujourd'hui va plutôt tourner autour des enjeux, de la compréhension et des enjeux de la cétonémie, tandis que la deuxième partie, la vidéo 2, sera plutôt autour des solutions qu'on peut apporter. Si c'est vraiment trop lent pour vous, vous mettez la vidéo en 1.5, si c'est encore trop long pour vous, vous regardez pas la vidéo et vous allez voir à l'Académie du Keto si j'y suis. Et si en fait ça vous intéresse mais que vous supportez les vidéos longues, eh bien je vous invite à me le dire, je vous invite à me mettre un mot dans les commentaires, vous abonner à ma chaîne et allons-y. En fait quand on parle de cétonémie, on parle d'une mesure de certaines cétones dans notre organisme. Et en fait il y a beaucoup de gens qui pensent que mesurer les cétones, c'est pour savoir si on est en cétose. C'est pas faux. Quand on commence et qu'on sait rien du tout sur la diète et tout, on a besoin de savoir si oui ou non on est en cétose, est-ce que oui ou non on produit des cétones. Ça c'est le premier enjeu, mais il est très rapidement dépassé parce qu'en réalité quand on fait bien sa diète, les cétones, on arrive à en produire. Le véritable enjeu c'est le deuxième, c'est-à-dire c'est pas la cétose, c'est la céto-adaptation. C'est-à-dire que mesurer votre cétonémie, connaître à peu près votre cétonémie, ça vous donne une idée de ce que fait votre métabolisme exactement avec ces cétones, c'est-à-dire oui d'accord vous produisez des cétones, oui d'accord vous êtes en cétose, mais qu'est-ce que ça change réellement pour vous métaboliquement? Est-ce que vous êtes réellement en fonctionnement de gras? Cette notion-là est plus importante que la première. Une fois qu'on a saisi cette nuance-là, entre la cétose et la céto-adaptation, on est beaucoup plus à même de comprendre pourquoi certains outils sont beaucoup moins intéressants que d'autres pour mesurer les cétones. Les cétones dans notre organisme, on en a de trois sortes. On a des cétones dans l'urine, sous forme d'acétoacétate, on a des cétones sous forme d'acétone, dans notre haleine, et on a surtout nos cétones sous forme de bêta-hydroxybutyrate dans le sang. C'est cette sorte-là, le bêta-hydroxybutyrate, qui nous intéresse le plus parce qu'en fait, c'est les cétones qui sont en attente, si vous voulez, dans le sang, prête à être utilisée, prête à aller rentrer dans le cycle de Krebs. Donc ça nous donne une idée de ce qui est disponible pour nous en utilisation. Tandis que les deux autres, l'acétone et l'acétoacétate, c'est des cétones qui sont déjà rejetées par notre organisme parce qu'il a décidé de plus les utiliser. Donc c'est, si vous voulez, des déchets, c'est trop tard. Il y a 10-15 ans, la forme la plus répandue, la plus démocratisée de mesure des cétones, c'était des espèces de bandelettes à pipi, c'était ce qu'on appelait des keto sticks, qui existent encore, il y a encore certaines plateformes qui en vendent, mais en gros, c'était un peu ludique, vous faisiez pipi le matin sur votre petite bandelette, il y avait une échelle de couleurs, de blanc à violet, et en fait le jeu, c'était d'aller le plus haut, le plus foncé possible. Et les gens après comparaient sur les forums, parce que oui il y avait encore des forums, et en fait là il y a deux problèmes qui se posent. Le premier c'est que le fait de vouloir aller le plus haut possible dénotait déjà d'une très mauvaise compréhension du métabolisme, parce qu'en fait quand votre corps rejette tellement de cétones que la bandelette est violette, c'est qu'en fait il a quasiment rien utilisé. Ou c'est que vous étiez dans une condition extrême, vous avez jeûné, etc. Mais c'est plutôt que vous avez rien utilisé. Donc en fait c'est pas trop bon d'être dans les violets. Si les bandelettes à pipi étaient vraiment précises, il aurait mieux valu être dans un rose du milieu, qui aurait voulu dire que oui on rejette un petit peu de cétones dans l'urine, on est en cétose, mais bon la majorité quand même on l'utilise. Le deuxième problème c'est qu'en vérité, mesurer des cétones de déchets c'est pas du tout précis. Ça permet pas d'avoir une vision claire du métabolisme. Ça n'est utile, comme je le disais au début finalement, que dans le cas où vous êtes très débutant et que en fait vous savez pas si vous avez assez réduit les glucides pour être en cétose, vous savez pas reconnaître en fait encore l'état de cétose ou machin,
vous êtes complètement à l'aveugle et en fait ça vous rassure de voir que oui, vous produisez des cétones. Mais comme je vous disais au début, c'est pas suffisant. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est où on en est de notre céto-adaptation, où on en est de notre métabolisme exactement. Après sont apparus les analyseurs d'haleine. Donc c'est des appareils qui étaient destinés à mesurer cette fois non pas l'acétoacétate mais l'acétone rejeté dans l'haleine. Très peu de gens l'utilisent parce que c'est un extrêmement mauvais rapport qualité-prix. Dans mes souvenirs, c'était entre 70 et 150 € pour des résultats très très peu fiables, encore une fois parce que en fait on mesure le déchet. Alors quand j'étais au séminaire Keto Life, c'était assez drôle parce qu'une fois à table, s'est lancée une querelle entre le CEO de Keto Mojo et une commerciale d'une marque d'analyseur d'haleine. Alors, il faut savoir que le CEO de Keto Mojo, il est adorable, hein, c'est vraiment quelqu'un de gentil, mais c'est un nerd, vraiment, et il se rend pas compte qu'en fait il parle d'une façon trop sciencey et qu'il y a plein de gens qui perdent en route. Puis en plus, il est pas très diplomate. Et puis l'autre, c'était un peu l'inverse, elle avait aucune science dans son bagage, mais elle était très sur les arguments commerciaux, machin. Au début, la discussion était cordiale, puis très très vite, ça s'est enflammé. Donc, le fondateur de Keto Mojo, il était un peu en mode, bon les frérots, moi en fait, mon but de vie, c'est de truster le monde de la lecture de glycémie et de cétonémie. Je veux être le numéro 1, je veux être partout dans le monde, je veux que ce soit moi le king. Est-ce que tu crois que j'ai pas pensé à faire des analyseurs d'haleine? Bien sûr, parce que je voulais tous les outils. Sauf que, et là il lui a démontré par A plus B avec tous les trucs de science, que c'est pas possible. Il y a aucun appareil qui peut faire ça correctement, notamment parce que il y a beaucoup d'aliments que nous consommons qui vont venir interférer avec la production qui est dans la laine et qui va fausser les lectures, tout ça. Et il disait en gros, faire un appareil qui serait accurate, ça serait extrêmement cher, c'est impossible que le tien le soit. Alors du coup, il se crêpait le chignon, c'était absolument génial, mais bon, voilà, ce que j'ai retenu c'est ça. Et c'est vrai qu'il y avait une autre personne à la table qui disait qu'elle avait un truc à lecture de cétone dans la laine, et qu'elle avait remarqué que par exemple, elle pouvait manger un croissant, si elle mangeait suffisamment de crème MCT avec, ben en fait, sa cétose était toujours correcte. Sauf qu'en fait, quiconque mange un croissant sort de cétose, on est d'accord. Immédiatement, son foie arrête de produire des cétones. Vous pouvez avoir l'impression d'être en cétose juste après le croissant, mais dans les faits, c'est pas ça. Métaboliquement, là, ta glycémie est en train de crever le plafond, et ton métabolisme, il est pas en train de tourner au gras. Enfin bref, ça a fait feu de paille, et aujourd'hui, les analyseurs d'haleine, il y a plus grand monde qui en parle. Et puis ensuite sont arrivés les lecteurs de cétone dans le sang, donc ce sont des lecteurs qui mesurent le taux de bêta-hydroxybutyrate dans le sang. C'est quand même appréciable que ces lecteurs sont quand même très très fiables. Je pense qu'ils sont plus fiables que les lecteurs de glycémie parce qu'ils prélèvent plus de sang en fait. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il faut, pour les alimenter, il faut une plus grosse goutte de sang. C'est vrai que très récemment, là, on a vu arriver des capteurs, donc des implants que vous pouvez mettre dans le bras pour avoir votre cétonémie en temps réel, et vraiment, là, je n'y vois aucun intérêt. Autant pour la glycémie, je peux comprendre, il y a le côté suivre un petit peu l'algorithme de votre glycémie, suivre ce qui se passe dans la glycémie pendant la nuit. C'est d'autant plus important, je pense, pour les gens qui sont en low carb ou en diète occidentale, de comprendre, voilà, quels sont les aliments. Enfin, je pense vraiment comprendre l'algorithme de sa glycémie, ça peut avoir un intérêt, ça peut valoir le sacrifice de se foutre un implant, mais à mon avis, la cétonémie, ça n'a aucun sens, puisque le seul moment de la journée où il est intéressant de prendre sa cétonémie, c'est le matin à jeun. À partir du moment où vous commencez à manger, ça n'a plus de sens. Parce qu'en fait, quand vous commencez à manger des matières grasses, votre corps les dégrade, et en sous-produit de cette dégradation de gras alimentaires, bah vous allez avoir une production de cétone. C'est normal que la cétonémie augmente pendant la journée, ça n'est pas un reflet vraiment de votre métabolisme, c'est juste un reflet de ce que vous avez mangé. Mais ce que vous avez mangé, vous le savez déjà. Vous le savez si vous mangez du gras ou si vous n'en mangez pas, et vous le savez que vous êtes en diète cétogène ou que vous n'y êtes pas. Donc la personne qui me fera mettre un implant dans le bras pour la cétonémie, je peux vous dire qu'elle n'est pas encore arrivée, et que si elle veut faire ça, ça va lui coûter un petit paquet de pognon, parce que je me mets pas un implant dans le bras avec les ondes qui vont avec, le Bluetooth, le machin pour relier à l'appareil, alors que je peux faire exactement la même chose avec un lecteur glycémie cétonémie. Pour ceux qui n'ont pas, qui commencent leur diète et qui se demandent, pour moi, les bandelettes à pipi, c'est non, l'analyseur d'haleine, c'est non, le capteur dans le bras, c'est non, moi je préfère le lecteur. Sur le site de Keto Fit Shop où je m'approvisionne, vous avez les deux best, vous avez le Keto Mojo et le Go Keto. En ce qui concerne les mesures de cétonémie, il n'y a vraiment pas de différence, prenez ce que vous préférez. La seule différence entre les deux, notable quand même, c'est que pour le Keto Mojo, les bandelettes sont emballées séparément chacune dans un petit sachet, et les bandelettes du Go Keto, elles sont dans des espèces de petits pots avec un capuchon que vous ouvrez et que vous refermez. Mais en fait, les bandelettes de cétonémie, c'est très très sensible à l'air. Donc si vous choisissez le petit pot, vous le refermez,
Vous faites pas comme moi à le laisser ouvert toute une nuit parce que sinon vous avez ruiné tout votre lot de bandelettes et c'est vrai que les bandelettes de cétonémie c'est cher. Un petit peu plus cher ici, un petit peu moins cher ici. En sachet individuel ici, un petit peu ici. Dans les deux cas, vous avez moins 10% sur tout le site de Keto Fit Shop avec mon code SUPERKETO10. C'est aussi un site où on peut acheter diverses choses à manger. Moi en ce qui concerne les mesures, le choix est fait. Et une fois que vous avez votre appareil, se pose la question de quand et comment je prends mes mesures. Alors comme je vous le disais, pour moi, il n'y a qu'un seul moment de la journée pour prendre sa cétonémie, c'est le matin à jeun. Je sais qu'il y a des gens qui disent l'inverse, mais enfin, moi ça me fait un petit peu rigoler, parce que tout le monde veut vous faire miroiter en diète cétogène. Ah ça y est, en diète cétogène, on devient une machine à brûler du gras, machin. Mais en fait, si vous voulez être une machine à brûler du gras, il faut quand même savoir ce que fait votre corps quand vous ne lui donnez plus rien à manger, vers quel carburant il se tourne. C'est pour ça que c'est intéressant de prendre ces taux juste le matin à jeun. Si par exemple vous vous levez à 7h le matin et que vous avez arrêté de manger on va dire à 18-19h le soir, ça fait 12 heures que vous êtes à jeun. Donc ça fait 12 heures que votre corps a pas à manger et c'est là que ça nous intéresse de savoir qu'est-ce que fait exactement votre corps avec ses carburants. Quand on prend cette mesure là et qu'on la regarde de près, on s'aperçoit qu'il y a des différences entre des gens. Il y a des gens qui brûlent du gras, qui fabriquent des cétones, il y en a qui en font pas, il y en a qui en font moins, il y en a qui... Vous voyez, en fait, il y a plein de choses qui se passent, tandis que mesurer dans la journée à partir du moment où vous avez mangé, pour moi, ça n'a aucun sens. La seule mesure qui pourrait avoir à la limite un peu d'intérêt, c'est si vous êtes en train de faire un jeûne long et que vous voulez, je sais pas, vérifier dans la journée, machin. Bon, des fois, il y a les sportifs qui le font aussi après leur séance de sport, machin, mais... Encore faut-il n'avoir rien à manger pendant la séance. Je veux dire, les cas où ça peut être intéressant sont à mon avis très rares. Donc, vous savez comment mesurer votre cétonémie, vous savez à quelle heure mesurer votre cétonémie. Maintenant, il n'y a plus qu'à savoir ce qu'on attend exactement comme cible. Évidemment, dans les premières semaines, au début, ça va être chaotique. Mais disons que au bout de 3-4 semaines de bien faire votre diète, on voudrait que la cétonémie reste dans une fourchette entre 1,7 et 3,2 mmol par litre. Alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, et vous avez raison, qui vont me dire ok mais d'où tu tiens tes sources, etc. Alors mes sources d'abord, d'un point de vue très théorique, c'est d'abord Fine et Volek. Mais cette notion-là, elle a été retravaillée et affinée ensuite, à la fois par l'expérience, par les coachings, et aussi par le suivi des personnes que je pense être vraiment les meilleures dans cette game, comme par exemple Stéphanie Persson. Je pense vraiment que c'est très important que votre cétonémie se stabilise au bout de quelques semaines. Ça peut être 4 semaines, ça peut être 8 semaines, ça peut être même plus pour certaines personnes, mais au bout d'un moment, il faut que ça vienne se stabiliser entre 1,7 et 3,2. Bien sûr, il peut y avoir des exceptions, mais lissez un petit peu ces notions, et il faut que 80% de vos mesures se retrouvent dans cette fourchette. Si la majorité du temps, cétonémie, en vrai, elle est en dessous. Elle est en dessous d'1,7, elle est même en dessous d'1,5. Là, il y a un problème, parce que vous n'avez pas assez de cétone pour venir nourrir le cycle de Krebs. N'oubliez pas que vous êtes en diète cétogène, vous avez enlevé tous les glucides, il n'y a plus assez de sucre pour rentrer dans le cycle de Krebs, il faut venir remplacer de sucre. Si vous avez une cétonémie à 0,8 à 1, il n'y a pas assez. Clairement, il n'y a pas assez. Du coup, votre corps va se retrouver en mode coup de pression, en mode famine, machin, fight or flight, et vous allez rester glucogénique. Ça va donner une très mauvaise adaptation par la suite. Alors ça va donner aussi, comme on l'a vu moult fois, de fortes pertes de poids au début parce que choc, stress, machin, mais très rapidement, vous allez crever votre métabolisme. Et à l'inverse, si trop souvent votre cétonémie elle est au-dessus de 3,2, 3,5, alors ça c'est souvent le cas quand on débute la diète. Vous produisez des cétones, c'est très bien, mais votre corps n'a pas encore appris à s'en servir, donc ces cétones, elles sont là, elles rentrent pas dans le cycle de Krebs, et du coup elles s'accumulent dans le sang et le taux monte. Alors il y a aussi d'autres configurations où ça peut être le cas, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Au début, dans les premières semaines, la cétonémie elle va osciller soit en dessous, soit au-dessus, elle fait des trucs un petit peu chelous, c'est normal, laissez-la. Mais je vous disais, au bout d'un moment, idéalement au bout de 4-6 semaines, faut que ça se résolve dans cette fourchette. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais Ulrich il dit que quand on est céto-adapté, c'est tout à fait normal d'avoir une cétonémie entre 0,8 et 1,5. Alors, Ulrich et Nelly, ce sont des personnes qui ont écrit des ouvrages intéressants, où ils expliquent des choses intéressantes sur l'insuline, sur plein de trucs. Néanmoins, n'oubliez pas que vous êtes en train de prendre l'avis de quelqu'un qui prétend qu'il ne faut pas, ouvrez les guillemets, s'encombrer d'un lecteur de glycémie. Excusez-moi, mais en fait, la cétonémie, et je vais y venir juste après, c'est une notion qui se comprend en regard avec la glycémie. C'est même pour ça que certains fabricants de lecteurs ont créé ce qu'ils appellent le GKI, qui est un rapport de la glycémie et de la cétonémie, parce qu'en fait, ils fonctionnent ensemble, ils sont interdépendants. Pour comprendre correctement sa cétonémie, on a besoin de comprendre aussi sa glycémie. Donc,
Moi, l'avis d'une personne qui dit, grosso modo, la glycémie, on s'en bat les couilles, ça me pose problème. Parce que ça veut dire que cette personne-là, si elle considère que la glycémie, on s'en fout, c'est qu'en fait, elle en a pas compris les enjeux. Et si elle en a pas compris les enjeux, je pense qu'elle a une vision très très simpliste et du coup fausse du métabolisme. Je suis désolée, parce que en fait, j'aime bien Ulrich et Nelly et j'aime bien le travail qu'ils fournissent, j'aime bien malgré tout leur rapport vers la diète cétogène, c'est des gens qui rendent la diète cétogène très attractive et qui du coup par effet d'entonnoir font venir des gens. Alors que moi j'ai plutôt un côté très... ça repousse au début, donc il en faut des Ulrich et Nelly. Mais sur ce point-là, je pense qu'on ne peut pas leur faire confiance. Bon, je reviens pas parce que j'en ai déjà parlé des milliards de fois sur ma chaîne, mais pour moi c'est pas sérieux de dire un truc pareil. Et encore une fois, en fait, n'oubliez pas, vous avez enlevé tous les glucides, il faut bien à un moment que quelque chose vienne suppléer à cette absence de glucides dans le cycle de Krebs. Alors moi je veux bien, mais je prends mon exemple parce que c'est celui que j'ai le plus, ma cétonémie est toujours haute après 8 ans. Autour de moi, les personnes qui sont adaptées, les personnes qui sont dans le groupe des petits ninjas, ou même des amis, bon, ça commence à faire en fonction des gens entre 2, 3, 5, 11 ans même en diète cétogène, ils ont des glycémies élevées, alors faudrait qu'on m'explique. Moi je reste sur ma position là-dessus, c'est la mienne, c'est aussi celle de Stéphanie Persson. Si vous voulez faire une diète cétogène, veillez à ce que votre métabolisme suive, et donc assurez-vous d'avoir une cétonémie qui est suffisamment élevée dans cette fourchette entre 1,7 et 3,2. Il y a quand même une parenthèse importante que je vais faire là-dessus sur les taux. Je pense que avoir une cétonémie qui soit stablement entre 1,7 et 3,2, et puis corrélée à une glycémie qui soit stablement à peu près tout le temps entre 70 et 80 et 85 mg par décilitre, ce sont des bons signes d'adaptation. Est-ce que ça suffit pour dire qu'on est céto-adapté? Je ne pense pas. Parce qu'il y a aussi des gens qui ont des très bons taux, et en fait qui présentent des signes de ne pas être adaptés. Ces taux-là, en fait, ils doivent aussi se corréler à une énergie qui est relativement stable et qui est assez élevée, à une humeur stable et à une majorité, si vous voulez, de signes d'adaptation. Passons maintenant à la partie qui est problématique parce que dans le fond, si vous aviez une cétonémie parfaite, probablement que vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo, donc peut-être que vous êtes dans l'un ou l'autre cas d'avoir une cétonémie trop basse ou une cétonémie trop élevée. Alors la première raison, la plus répandue, celle qui à 95% du temps est responsable d'une cétonémie trop basse, c'est juste que vous ne mangez pas assez de gras. Ça me stupéfie toujours un peu parce qu'il y a encore des gens qui laissent des commentaires sur mon site, sur les articles de blog, en disant je comprends pas, je fais tout ce que tu dis, je fais tout bien, mais j'ai une cétonémie éclatée. Donc à chaque fois, je leur demande combien ils ont de matières grasses ajoutées dans leur diète. Et ils savent pas parce qu'en fait ils ont jamais compté les matières grasses ajoutées, puis en fait quand ils commencent à compter, bah, c'est éclaté, c'est en dessous de 100, machin. Donc la plupart du temps, la raison majeure, c'est qu'en fait il n'y a pas assez de gras dans votre diète, soit il n'y a pas assez de gras dans votre diète tout court, soit vous n'avez jamais fait de phase d'adaptation, et du coup vous n'avez pas appris à votre corps à faire. Parce que quelqu'un qui a fait une phase d'adaptation, qui a réussi à monter ses cétones, qui a appris à faire rentrer les cétones dans le cycle de Krebs, après ensuite lorsqu'il diminue, normalement sa cétonémie reste élevée. Ça c'est un très bon signe d'adaptation. Si lorsque vous diminuez de manière raisonnable, hein, votre cétonémie baisse en proportion, c'est que vous n'êtes pas très adapté et que vous êtes en fait encore très dépendant des sources alimentaires que vous ingérez. Après, il y a une limite à tout ça, c'est que quand on baisse trop, et même quelqu'un qui est très adapté, bah s'il baisse trop, il a une cétonémie éclatée. Je sais pas si vous vous rappelez le petit épisode que j'avais eu moi il y a 2 ans de ça, quand j'ai déménagé là à Papa, je regardais plus mes taux, j'étais tellement stressée, machin, et en fait, bah, j'avais, donc à cette époque-là, j'en étais à peu près à 6 ans et demi d'adaptation, de diète cétogène. Ben malgré tout, j'avais trop baissé mon gras, du coup j'avais une glycémie dans les 90-95 et une cétonémie catastrophique. Et je l'ai même montré en vlog pour vous le prouver. Donc pour résumer, la plupart du temps, la majorité du temps, la majorité des cas, 9 fois sur 10 fois, je sais pas comment vous le dire en fait, quand la cétonémie est trop basse, c'est quasiment tout le temps parce que votre gras est trop bas, soit vous n'avez pas fait de phase d'adaptation, soit vous êtes vraiment descendu trop bas aujourd'hui, soit les deux combinés, mais il y a un truc avec ça. Du coup votre corps n'a pas appris à produire des cétones, ou n'est pas en capacité de le faire, et résultat, bah, dans le sang il n'y en a pas assez. Une autre raison plus embêtante, celle-là, ça va être l'absence de flexibilité métabolique. Des fois il y a des personnes qui se retrouvent dans des situations quand même compliquées,
où leur métabolisme est bloqué parce qu'il y a un gros problème mitochondrial. Souvent les gens ne le voient pas, ils sont toujours bloqués sur le truc de il y a de l'inflammation, il y a les hormones, ça va pas, mais croyez bien que de toute façon, quand il y a un problème d'hormones, en dessous il y a un problème de mitochondrie. Et quand il y a un problème d'inflammation, il y a toujours en même temps un problème de mitochondrie. Quand on a cette espèce de blocage qui fait qu'on n'arrive pas à retrouver cette flexibilité, on peut, et j'ai déjà vu le cas, avoir des personnes qui mangent 200 grammes de matière grasse ajoutée par jour et ils ont toujours une cétonémie très très basse, comme 0,2, 0,3, 0,4. Il faut bien se dire que normalement, quelqu'un qui est flexible métaboliquement, même quand il n'est pas en diète cétogène, il a naturellement une petite production de cétone le matin. Chez les hommes notamment, même des hommes qui mangent des glucides, alors pas des diètes hyper riches en glucides, pas des trucs où on se baffe de sucre, mais voilà, où il y a quand même un apport de glucides, ces mecs-là, je dis mec parce que j'ai eu l'occasion de mesurer pour des hommes, mais pas trop pour des femmes, elles se retrouvent le matin avec des cétonémies des fois à 0,4, même 0,5, j'ai vu. C'est pas suffisant pour alimenter le cycle de Krebs et tout, mais c'est quand même intéressant de noter qu'il y a des gens qui y arrivent, tandis qu'il y a des personnes qui essayent de retrouver leur flexibilité en faisant une phase d'adaptation. Puis en fait, c'est bloqué, ça vient pas. Pour que cette vidéo ne soit pas trop longue, je parle pas des solutions là, et ça sera dans la vidéo numéro 2 sur la cétonémie. Dans le même ordre d'idées, ça peut être aussi des dysfonctionnements assez graves, comme des cancers, même quand il n'y a pas encore eu de traitement, ou après traitement, après que les cellules aient été très très agressées par les traitements, etc. Ben on peut avoir une espèce de truc comme ça de... même si la glycémie est dans la normale, et ben en fait la production de cétone est éclatée. Encore une fois, le cancer c'est aussi beaucoup lié à un dysfonctionnement mitochondrial. Quand on a un cancer, quel que soit le type de cancer, on estime qu'on est quasiment tout le temps à 70-72% ou plus de dysfonctionnement mitochondrial. Une autre raison qui peut empêcher la production de cétone, ça peut être tout simplement que la nuit, vous ne retrouvez pas votre balance homéostatique. C'est que vous n'allez pas suffisamment en sommeil profond, donc votre corps ne retrouve pas sa balance homéostatique, n'a pas cette espèce de retour au calme qui lui permet de dire bon ok, comment on fait, et c'est le réapprentissage si en fait pendant la nuit votre glycémie est déréglée parce que vous avez des coups de cortisol, parce que vous avez des montées, des descentes et machin, bon bah balance homéostatique vous oubliez, ou si vous n'arrivez pas à aller en sommeil profond parce que votre cortisol est trop élevé, parce que voilà, vous avez fait des écrans avant de vous coucher, etc. machin, ben là c'est pareil, c'est moins difficile qu'avec une glycémie déréglée, mais ça va être quand même compliqué parce qu'un cortisol élevé vous rendra toujours plus glucogénique et ce sera toujours plus difficile d'aller produire des cétones. Pas impossible, mais plus difficile. Quoi qu'il en soit, en fait, la cétonémie basse, ça doit toujours vous mettre la puce à l'oreille. Si ça arrive une fois, deux fois, exceptionnellement, machin, c'est totalement ok. Par contre, si c'est chronique, que en regardant vos cétonémies du mois, vous vous rendez compte que la moitié du temps vous êtes en dessous, ou trois quarts du temps vous êtes en dessous, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, comme je vous disais, il y a de très fortes chances que ce soit juste la constitution de la diète, mais parfois c'est aussi d'autres facteurs qu'il faut regarder. Je trouve que c'est un signal moins alarmant. Déjà c'est plus rare. Néanmoins je vais faire une petite parenthèse. C'est très très rare maintenant que les gens aient peur de l'acidocétose parce qu'ils ont appris ce que c'était. Mais si jamais vous ne savez rien du tout et que vous avez peur, l'acidocétose ça arrive dans la configuration où la cétonémie est très élevée, mais très élevée dans l'ambiance 8-10, corrélée à une glycémie élevée. C'est quand même des cas qui ne concernent généralement que les diabétiques de type 1. Si vous avez une glycémie qui est à 4, 5 ou 6, c'est pas vraiment un problème, surtout si votre glycémie est basse. Bon, comme je vous disais, c'est quand même le signe que vous produisez des cétones, donc c'est déjà pas mal, mais votre corps n'arrive pas encore, n'a pas encore appris à les faire rentrer dans le cycle de Krebs. Je dis, ça m'embête moins, c'est moins grave, parce que souvent, c'est au début de la diète, et très rapidement, ça revient dans la moyenne. Alors la cause de ça peut être comme je vous disais, juste vous êtes en phase d'adaptation, il faut apprendre. Une autre cause assez courante, c'est quand les gens font des jeûnes longs. Là, très très rapidement, la cétonémie va monter très fort, beaucoup trop fort, par un mécanisme qui est simple, c'est qu'en fait votre corps se dit oh là là, il n'y a pas assez à manger, il faut absolument que je fasse quelque chose, donc il va libérer énormément d'acides gras dans le sang, du coup ça va aussi produire beaucoup de cétones, pour que ça puisse être utilisé en cas de besoin. En fait, en général, le métabolisme n'est pas si élevé qu'il utilise tout, mais le corps fait ça par sécurité. Forcément, ça fait monter un peu artificiellement la cétonémie dans le sang, parce que vous n'utilisez pas tout. Ensuite, tout ce que vous n'aurez pas utilisé sera débarrassé dans les urines sous forme d'acétoacétate, et même sous forme d'acétone dans la laine.
Tout ce qui n'aura pas été utilisé en acide gras sera réestérifié. En gros, le gras retourne à l'envoyeur pour être réempaqueté dans vos cellules sous forme de triglycérides. Donc voilà pourquoi l'acétonémie peut beaucoup augmenter pendant les jeûnes longs, et ce phénomène-là peut s'observer aussi dans les jeûnes intermittents un peu prolongés, ou tout simplement quand vous ne mangez pas assez. Ça m'est déjà arrivé de voir ça chez des personnes qui font des diètes cétogènes qui sont en macro pas trop mal formulées mais qui mangent trop peu. Pour ceux qui ont regardé mon dernier, par exemple mon dernier 24 heures dans mon assiette, j'avais une cétonémie le matin qui était un peu trop élevée, c'était exactement ça. Parce que la veille en fait, mon dernier repas était à 15h, je me retrouvais avec une cétonémie un peu plus élevée que d'habitude. Encore une fois, c'est pas grave quand on est conscient et qu'on sait comment ça se régule, mais vous voyez en fait souvent la cétonémie élevée comme ça, c'est beaucoup plus facile à résoudre, c'est pour ça que ça m'inquiète pas vraiment. C'est typiquement dans ce genre de configuration qu'on peut avoir ce genre de problème d'haleine désagréable dont on fait l'expérience dans les premiers moments de la diète. Souvent les débutants paniquent parce qu'ils disent oh putain si c'est comme ça jusqu'à la fin du temps, j'arrête quoi. En fait non, ça arrive aux personnes qui sont pas en diète cétogène mais qui font des jeûnes longs, mais de manière générale en fait ça arrive aux personnes qui ont, comme leur cétonémie est trop élevée de toute façon par rapport à ce que leur corps utilise, bah une large partie des cétones va être rejetée dans les urines ou dans la laine. Et en fait l'acétone dans la laine, ça réagit à la fois avec l'air et à la fois avec votre microbiote de la bouche, et ça donne une espèce d'odeur métallique assez désagréable que parfois on sent soi-même, et souvent c'est les gens qui le sentent plus que nous. Mais faut pas paniquer, parce que ça normalement ça doit se réguler, puisqu'au bout d'un moment avec l'adaptation, vous devez utiliser une majorité des cétones que vous produisez, donc il doit y en avoir moins qui est rejeté dans l'urine, moins qui est rejeté dans la laine, et du coup cette histoire de mauvaise haleine disparaît. Normalement c'est vraiment l'apanage du jeûne long ou des débuts. Cette vidéo, si vous connaissez bien la diète cétogène, je pense ne vous a certainement pas appris grand chose, mais c'était important pour moi de remettre les bases quelque part pour pouvoir aussi renvoyer à cette référence là quand les gens ont une question. Ça m'intéresserait maintenant de savoir vous où vous vous situez. Est-ce que vous êtes dans la bonne range cétone? Est-ce que vous vous trouvez en dessous? Est-ce que vous vous êtes trouvé au-dessus? Et si vous êtes en dessous ou au-dessus, est-ce que vous vous sentez bloqué? Est-ce que vous sentez qu'il vous manque quelque chose pour passer à l'étape d'après? Ça m'intéresse. De toute façon, il y aura quand même la vidéo numéro 2 qui va sortir très très bientôt, où je vous parle de quoi mettre en place justement quand on est dans une situation ou dans l'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que si vous avez besoin de changer d'outil de mesure, vous pouvez retrouver des lecteurs sur le site de Keto Fit Shop et vous avez moins 10% avec mon code SUPERKETO10. Et je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie. Je suis pressé, vous êtes bien trop